le Venezuela a lancé jeudi à l'aube une opération militaire de résistance face à ce qu'il a qualifié de menace des États-Unis en raison de leur mobilisation de troupes dans les Caraïbes. Attention. La Force armée nationale bolivarienne a mis mando avec tout l'équipement des troupes officielles. Allons donc vers la consolidation des positions et la consolidation du système de défense nationale. La dirigeante a mentionné qu'il y avait 284 frontières de bataille dans tout le pays. Beaucoup de sang, cela coûtera beaucoup de sacrifices. Et qu'est-ce que vous venez de voir? Cela peut être le signe qu'il va se passer quelque chose de grave. Hier, le 11 septembre, Nicolás Maduro a annoncé une nouvelle opération militaire. Et il a promis à tous ceux qui étaient présents que les terres vénézuéliennes n'appartiendraient jamais à l'empire nord-américain. Pendant ce temps, une flotte de guerre des États-Unis est positionnée au large des côtes du pays. Des destroyers, avec plus de 120 missiles, des sous-marins nucléaires d'attaque, des avions de surveillance, tout cela dans les eaux des Caraïbes. Et tu veux savoir quelle a été la réponse de Maduro? Il a mobilisé des milliers de soldats, a déclaré des centaines de fronts de bataille répartis dans tout le pays et a défié ouvertement la plus grande puissance militaire du monde. Tout cela pendant que les Américains offrent 50 millions de dollars pour sa capture. Au milieu de cette tension, beaucoup se demandent, s'agit-il simplement d'un théâtre politique pour le public intérieur? Ou Maduro sent-il déjà qu'il va être attaqué? Assiste-t-on aux prémices de ce qui pourrait devenir une véritable guerre? Voyons d'abord ce que Maduro met exactement en place. Et ce n'est pas rien. Maduro a mobilisé 40 000 soldats réguliers pour l'opération. C'est bien ça, 40 000. Il y en a eu 15 000 mobilisés en août. Et maintenant 25 000 autres déployés dimanche dernier. Mais ce n'est pas ce chiffre qui attire le plus l'attention. Maduro a également mobilisé 4,5 millions de miliciens chavistes répartis dans tout le pays. Ce chiffre est supérieur à l'armée régulière de pays comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Mais bien qu'il s'agisse d'une force paramilitaire gigantesque, elle est composée de civils volontaires qui ont reçu une formation de base et sont armés de fusils russes, automates Kalachnikov. 103 Maduro a envoyé une grande partie de ses troupes à la frontière avec la Colombie, un point historiquement tendu qui a déjà connu des affrontements entre des groupes armés illégaux et les forces vénézuéliennes. Le reste est réparti sur le territoire vénézuélien, dans les 284 fronts de bataille que Maduro a mentionnés, couvrant aussi bien les zones urbaines que les régions de jungle. Et qu'en est-il de l'équipement? Eh bien, le Venezuela possède encore des armes sophistiquées, achetées pendant l'âge d'or du pétrole, lorsque les prix étaient élevés et qu'il y avait de l'argent pour de grands achats militaires. Il possède environ 24 chasseurs russes, Sukhoi Su-30, qui sont considérés parmi les plus avancés d'Amérique latine. Il dispose également de systèmes de défense anti-aérienne S-300, capables d'abattre des aéronefs à des dizaines de kilomètres de distance. De plus, il possède environ 180 chars de combat. Y compris des modèles T-70 et 2 russes. Voici une grande ironie. Le Venezuela possède également des chasseurs F-16 américains, qui sont bien plus anciens, mais qui, ironiquement, maintenant, peuvent être utilisés contre ceux qui les ont vendus.
Le Venezuela possède également des missiles anti-navires, des systèmes d'artillerie lourde et des équipements de guerre électroniques fournis par les Russes. Maintenant, vous devez vous demander, avec tout cet arsenal, Maduro est-il sérieux? Ou est-ce simplement une grande mise en scène? Et regardez. La réponse n'est pas simple, mais c'est là que les choses pour moi deviennent vraiment intéressantes. D'un côté, cette mobilisation est absolument réelle. On ne déplace pas 40 000 soldats juste pour faire de la propagande à la télévision. On n'avait pas vu ça depuis des années. Son discours a aussi changé de ton. Maduro ne se contente pas de faire des discours enflammés, il place aussi des personnes armées comme à des positions stratégiques. Mais d'un autre côté, il y a de sérieux problèmes qui rendent toute cette démonstration de force douteuse. C'est parce que Chavez et Maduro ont profondément politisé les forces armées au cours des 20 dernières années. Pendant leur gouvernement, la loyauté envers le projet politique bolivarien est devenue plus importante que la compétence militaire. Le régime promeut les généraux, non pas pour leur expérience au combat, mais pour leur fidélité au gouvernement. Pire encore, beaucoup de ces officiers supérieurs sont impliqués dans des activités illicites. Nous parlons du même cartel des soleils que les Américains accusent de contrôler le trafic de cocaïne. Comment pouvez-vous maintenir la discipline morale des troupes lorsque les propres commandants sont impliqués dans le crime organisé? Encore plus grave est la question de la maintenance. La crise économique vénézuélienne, qui a réduit de moitié le produit intérieur brut du pays au cours de la dernière décennie, a tout simplement paralysé les budgets militaires. Une grande partie de l'équipement, en particulier les systèmes occidentaux plus anciens, comme c'est le cas des F-16, est dans un état de conservation déplorable. Il manque des pièces de rechange, du carburant pour l'entraînement, et même des munitions adéquates. Seuls les armements russes, les plus récents, fonctionnent encore correctement. Mais même ceux-ci dépendent entièrement du soutien technique continu des Russes. Si la Russie décide de couper ce soutien, une grande partie de la capacité militaire vénézuélienne cessera simplement de fonctionner. Le résultat n'a pas vraiment de sens. Une force militaire impressionnante en apparence, mais en réalité, elle a de sérieuses limitations. C'est comme une voiture de sport sans carburant, belle à regarder mais qui ne peut pas avancer. Et, sachant cela, nous arrivons à la question la plus importante de toutes. Comment exactement Maduro compte-t-il résister aux Américains? La réponse se trouve dans une doctrine militaire que les spécialistes appellent la guerre asymétrique. Maduro sait parfaitement qu'il ne peut pas vaincre les États-Unis dans une bataille conventionnelle. L'écart de puissance militaire entre les deux pays est brutal. Pour que vous puissiez voir cette différence, regardons les chiffres. Le budget militaire américain, de 850 milliards de dollars, est 150 fois supérieur au budget vénézuélien, estimé à 5 milliards. Les États-Unis possèdent 1900 avions de chasse. Le Venezuela en possède 79. Les Américains possèdent 480 navires de guerre, les Vénézuéliens en ont 34, dont beaucoup dans un état douteux. Dans tout affrontement direct, les forces régulières vénézuéliennes seraient détruites en quelques heures, pas en quelques jours. Quel est le plan de Maduro? La réponse est simple. Il ne veut pas gagner la guerre, il veut rendre toute invasion politiquement invivable pour les Américains. La stratégie, en d'autres termes, serait une guerre populaire prolongée. Concept de guérilla urbaine et rurale, déjà utilisé avec succès relatif au Vietnam, en Afghanistan et en Irak. La logique est la suivante. Lorsqu'une superpuissance envahit un pays, elle parvient facilement à détruire l'armée régulière en quelques jours ou semaines. Mais si la population civile est armée, entraînée, et idéologiquement motivé à résister, l'occupation se transforme en un cauchemar sans fin. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a mobilisé ces 4,5 millions de miliciens qui sont répartis dans tout le pays. Ils n'ont pas à être des soldats professionnels avec des années d'entraînement, seulement être intégrés à la population civile.
bien connaître le terrain local et être prêt à attaquer les forces d'invasion en utilisant des tactiques de guérilla. Chaque quartier, chaque école, chaque hôpital, chaque immeuble résidentiel peut se transformer en position de combat improvisée. Cela multiplie de façon spectaculaire le nombre de victimes civiles dans n'importe quel conflit, car il devient impossible de distinguer les combattants des non-combattants. Un boulanger le matin peut devenir milicien l'après-midi. Est-ce que cette stratégie fonctionnerait vraiment en pratique? Eh bien, l'histoire militaire récente suggère que oui. Il est vrai que les superpuissances peuvent gagner n'importe quelle guerre conventionnelle, mais les insurrections prolongées sont une toute autre chose, complètement différente. Les Américains l'ont découvert de la pire façon possible en Irak et en Afghanistan. Mais il existe un autre aspect à cette histoire. Pour que cette stratégie fonctionne pour Maduro, elle dépend de 3 facteurs critiques. La population doit être vraiment motivée à résister. Le pays a besoin d'un soutien logistique continu, d'alliés extérieurs et, ce qui n'est pas moins important, d'un terrain qui favorise la guérilla. Au Venezuela, au moins 2 de ces facteurs sont contestables, dont la population. Il n'est pas certain que la population vénézuélienne, qui souffre déjà de l'une des pires crises humanitaires de l'hémisphère, soit prête à prendre les armes pour défendre un régime que beaucoup tiennent pour responsable de leur propre misère. Quant au terrain vénézuélien, bien qu'il comporte des zones de jungle favorables à la guérilla, il possède aussi de grands centres urbains, qui sont beaucoup plus difficiles à défendre. Et cela nous amène au scénario possible pour les prochains jours et semaines. En analysant la situation militaire, politique et diplomatique actuelle, il existe 4 voies que cette crise peut emprunter. Et ils ne sont pas tous rassurants. Le premier scénario, qui est probablement le plus probable à court terme, est ce que nous appelons une impasse prolongée. Dans cette situation, les Américains maintiennent leur impressionnante flotte navale dans la région, menant des opérations de surveillance et d'interdiction maritime pour perturber les activités du cartel des soleils. Délai, c'est quoi? En même temps, Maduro poursuit son discours de défi et maintient les troupes mobilisées. Les tensions restent élevées, mais personne ne passe effectivement à l'action militaire directe. Ce scénario a l'avantage d'éviter un conflit ouvert, mais il crée une situation d'instabilité permanente dans la région. Le deuxième scénario est plus grave, un blocus naval partiel ou total. Les États-Unis pourraient passer d'une présence militaire de surveillance à un blocus militaire des eaux vénézuéliennes. L'objectif serait de couper complètement les sources de revenus illicites du régime et d'empêcher le commerce international. C'est crucial, en particulier les exportations de pétrole vers des pays comme la Chine et la Russie, ainsi que les importations d'équipements stratégiques en provenance d'Iran. Et ici, il y a un détail juridique important. Un blocus naval est considéré comme un acte de guerre selon le droit international. Cela signifierait que les États-Unis seraient officiellement en guerre avec le Venezuela. Cela provoquerait une réponse de la part de la Russie ou de la Chine, qui ont des milliards de dollars investis dans le pays. Le troisième scénario est peut-être le plus dangereux de tous, des attaques militaires limitées, mais directes. Les Américains ont une capacité de frappe de précision qui est tout simplement inégalée dans le monde. Ils pourraient utiliser des missiles de croisière lancés depuis des navires ou des sous-marins pour effectuer des frappes chirurgicales contre des cibles spécifiques liées au trafic de drogue. Nous parlons d'attaques contre des laboratoires clandestins, de transformation de cocaïne, des pistes d'atterrissage utilisées par les trafiquants, des centres de commandement et de contrôle du cartel des soleils, ou même des actifs militaires vénézuéliens qui, comme on le sait, soutiennent ces activités. L'objectif est de perturber les opérations du cartel, sans forcément renverser le gouvernement. Le problème, c'est qu'une fois que le premier missile est tiré, la dynamique du conflit change complètement. Toute attaque américaine, aussi précise soit-elle, peut entraîner des pertes civiles accidentelles. Et cela donnerait à Maduro exactement la propagande dont il a besoin pour mobiliser la population et justifier une réponse militaire élargie. Et nous arrivons au quatrième scénario, qui est le cauchemar de tous les analystes de la sécurité internationale.
Une escalade totale et incontrôlée. Une erreur de calcul de la part de l'un ou l'autre camp pourrait déclencher une spirale de violence que personne ne pourrait arrêter. Imaginez par exemple que des missiles vénézuéliens abattent un avion de surveillance américain, ou qu'une attaque américaine entraîne la mort accidentelle de conseillers militaires russes présents dans le pays, ou encore que des forces vénézuéliennes attaquent un sous-marin américain, se sentant menacé. N'importe lequel de ces incidents pourrait entraîner d'autres puissances directement dans le conflit. La Russie a déjà affirmé considérer le Venezuela comme un allié stratégique. La Chine a investi des milliards de dollars dans le pays. L'Iran considère le Venezuela comme une occasion unique d'établir une position dans l'arrière-cour américaine. Si ces pays décidaient de soutenir militairement le Venezuela, nous parlerions d'un conflit régional aux conséquences mondiales. Des puissances nucléaires s'affrontant directement dans les Caraïbes. C'est le genre de scénario qui empêche les stratèges militaires de dormir la nuit. Les implications pour le Brésil. La situation du pays est très délicate et va bien au-delà de la question idéologique ou diplomatique. C'est parce que la frontière physique entre le Brésil et le Venezuela s'étend sur plus de 2000 km. Maintenant, considérez que le Brésil a déjà accueilli près d'1 million de réfugiés vénézuéliens ces dernières années. Si un conflit militaire éclate, quelle qu'en soit l'intensité, ce nombre pourrait se multiplier de façon exponentielle en quelques semaines. Nous parlons potentiellement de millions de personnes. Tentant de franchir la frontière brésilienne pour fuir bombardements et violences. Les infrastructures du Roraima et de l'Amazonas, qui sont déjà à la limite pour accueillir les réfugiés actuels, pourraient facilement s'effondrer. Et quand, dans ce contexte turbulent, le gouvernement brésilien a tenté de jouer un jeu diplomatique très prudent. D'un côté, Brasilia est véritablement préoccupé par la sécurité de la frontière nord et a déjà renforcé de manière significative la présence militaire dans la région. Les forces armées brésiliennes sont en état d'alerte maximale, non pas pour intervenir dans le conflit, mais pour s'assurer qu'il ne déborde pas sur le territoire national. Le Brésil critique la présence navale américaine dans la région. Des sources du gouvernement brésilien considèrent ce déploiement militaire américain comme une intimidation qui va bien au-delà du Venezuela. En réalité, il s'agit d'un message adressé à toute l'Amérique latine sur qui commande réellement dans l'hémisphère. C'est une crise qui affecte toute la région et dont l'issue reste encore très imprévisible. Et vous, lequel des 4 scénarios trouvez-vous le plus probable ? Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre cette crise complexe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.